Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de nos conférences du mardi dans le programme Unisson qui est offert donc, par l'Université Côte d'Azur et porté par Invent, le programme Invent à UCA et l'école Lumière. On vous souhaite la bienvenue. Donc on a choisi cette semaine de parler de l'engagement solidaire pendant le temps de cette période un peu spéciale qui est celle du Covid. On a trois invités cette semaine, trois invités qui sont des acteurs en fait, de la solidarité et de l'engagement pendant cette période. Et on avait envie de parler avec eux de leurs actions. Mais au-delà de leurs actions, on a envie de savoir comment ils ont réagi à cette période, à ce confinement, qui donne l'impression en fait, qu'on est immobile et qu'on ne peut plus véritablement agir. Et pour aller un peu plus loin, on voudrait savoir à la fin de cette conférence comment nous, en tant qu'auditeurs de cet échange, comment nous, citoyens confinés, on peut quand même agir à partir de chez nous. Ils vont nous expliquer tout ça. Donc, je vais laisser Victoria de Solinum, Bastien des Anges de la Baie, de Nice et Christophe Paquette du département des Alpes-Maritimes nous expliquer un peu leurs actions en temps normal, si on peut parler de normalité. On va donner la parole peut-être à Victoria pour qu'elle se présente rapidement son action. Bonjour, du coup je suis Victoria, la fondatrice de Solinum. On est une start-up associative qui fait des solutions innovantes pour l'action sociale et en particulier pour les personnes en situation de grande précarité. On pense que l'innovation, elle peut être sociale, positive et porteuse de beaucoup d'impact et on le traduit à travers nos différents projets. Donc on a Merci pour l'invite avec lequel on héberge des femmes chez des particuliers. Solilab, on fait des études sur des points clés de la précarité et Soliguide qui est une cartographie en ligne de tous les lieux utiles aux personnes précaires. Bonjour, Bastien Gambodo, président de l'association Les Anges de la Baie de Nice. Ça fait 5 ans qu'on fait des distributions 2 fois par semaine dans les rues de Nice, des distributions de repas, distributions vestimentaires et de produits hygiéniques pour les personnes les plus pauvres, ceux qui dorment dans la rue. On accompagne aussi les gens dans certaines démarches et on essaye aussi d'amener quelques innovations dans le travail social. Merci Bastien. Et Christophe, enfin. Voilà, donc je travaille dans le département des Alpes-Maritimes. Les départements sont les administrations qui ont la charge de la plus grande partie de l'action sociale en France. Donc pour simplifier, on est responsable de ce qui va concerner la protection de l'enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées, l'insertion, donc tout ce qui est autour de la précarité, le RSA. Donc ça, c'est le champ d'action des départements en général et du nôtre en particulier. Donc les Alpes-Maritimes, on est un peu plus d'1 million d'habitants notre action porte donc pour les habitants les plus précaires de notre territoire. Donc depuis les EHPAD, les établissements pour personnes handicapées, la protection de l'enfance, etc. Donc ça, c'est notre action habituelle. Ça représente notre action dans notre département sur le volet social, ça représente à peu près 1200 personnes fonctionnaires, agents. Donc, on a à peu près 1200 collaborateurs et on reçoit dans nos structures à peu près 10 000 personnes par mois. Voilà, quelques éléments. Et on a, en ce qui concerne par exemple les personnes âgées, un appui à 55 000 personnes âgées tous les jours dans notre département. Christophe, donc on comprend bien que les publics qui sont bénéficiaires des actions que vous menez sont en difficulté, soit des sans-abri, soit des personnes âgées. Et on se rend bien compte que ce confinement n'a pas forcément dû les avantager. Victoria, vous qui vous adressez donc aux femmes sans-abri et aussi aux sans-abri en règle générale, avec votre dispositif Soliguide, qui donne une espèce de cartographie des points de ressources pour les personnes sans-abri. Comment ça s'est passé, vous, quand vous avez appris qu'il fallait que tout allait s'arrêter, que tout le monde allait être confiné, y compris les sans-abri? C'est assez marrant parce que du coup, c'était la semaine juste avant l'annonce. Il y a eu une alarme incendie dans nos bureaux et on s'est tous retrouvés à descendre. Et en fait, c'est à ce moment-là que dans l'équipe, on en a parlé, qu'on était dehors
en train d'attendre que l'alarme s'arrête. Et on s'est dit, en fait, il est en train de se passer un vrai truc là, et il y a une vraie possibilité qu'il y ait confinement. Comment ça va se passer concrètement pour nous? Donc, immédiatement, nous, on s'est mis en télétravail parce qu'on a la chance de pouvoir le faire et on pense que tous ceux qui peuvent le faire devraient. On a très vite vu l'impact parce que sur Soliguide, du coup, je vous invite à aller voir soliguide.fr pour ceux qui nous écoutent, on référence tous les lieux utiles aux personnes précaires et l'impact, il s'est pas fait attendre. On a reçu des tas de messages nous disant, voilà, je suis association machin, on va fermer nos portes, voilà, je suis la distribution et on va adapter nos distributions, on va le faire uniquement le lundi et le mardi maintenant. Voilà, il y a eu beaucoup de messages, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait une vague qui allait arriver. Ouais. À aucun moment, en fait, vous vous êtes dit, bon, bah, tant pis, on est confiné, on arrête. J'avoue que la question s'est même pas posée parce que le besoin, il était plus présent que jamais. On a la chance, entre guillemets, avec Soliguide, de référencer 8 territoires. Donc, c'est aujourd'hui les territoires en Gironde, dans Loire-Atlantique, Bas-Rhin, Paris, Petite Couronne. Donc, on peut faire des stats très concrètes sur ce qui se passe. Nous, sur 2 territoires, il y a 80% des structures qui étaient référencées qui ont fermé leurs portes. C'est énorme. Et on a vu aussi un grand changement au niveau des recherches. C'est-à-dire que les recherches actuelles qui sont les plus faites sur Soliguide, c'est tout ce qui concerne l'alimentation. C'est quasiment que ça, les épiceries sociales, les colis alimentaires, les distributions alimentaires, des personnes ont vraiment faim. Christophe, toi qui fais partie c'est peut-être légèrement différent, mais tu vas nous raconter. Toi qui fais partie d'une organisation départementale en charge de l'action sociale, j'imagine que l'idée d'arrêter n'a jamais même été émise. Comment tu as réagi quand tu as entendu parler du confinement? Oui, alors ça c'est effectivement, nous on a un contexte un peu particulier, on est l'administration. Alors en principe, les administrations, elles ont toutes un machin qui s'appelle le plan de continuité d'activité. En cas de crise, on a des plans sur lesquels on doit anticiper comment. Donc, on avait notre beau PCA, plan de continuité d'activité. Je t'avais promis de ne pas faire de sigle, mais en voilà un premier. Ouais. Donc, le plan de continuité d'activité. Donc, on a mis ça en place, on était très contents, qui prévoyait de mettre en place les gestes barrières dans toutes nos structures et tout ça. Et puis là-dessus est arrivé le confinement. Alors, on l'avait un peu vu venir, donc on avait commencé à réfléchir. Mais on a eu 24 heures pour complètement modifier notre stratégie de façon à ce qu'on puisse continuer à rendre notre service, mais en priorisant. Donc, pour prendre un exemple, habituellement, on a une 50aine de structures dans le territoire qui accueillent du public. Et donc, on a reconcentré ça dans simplement une 12aine de sites, un par zone géographique, dans lequel on avait un nombre réduit de personnes, dans lequel on a organisé que notre action on la faisait sur rendez-vous au lieu de recevoir les personnes en tout venant. Et en parallèle, on a organisé de façon massive. Donc, il a fallu réorganiser le travail donc, de 1200 personnes en 24 heures, avec des plans qu'on n'avait pas anticipé à ce point, quoi. Donc, ça a été un énorme défi d'organisation, de logistique. On a eu une réaction formidable de nos agents. Je veux dire que les cadres, les médecins, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les secrétaires médico-sociaux, tout le monde s'est mobilisé de façon très efficace, volontaire, bien organisée. Et l'autre partie du défi, c'est qu'on a dû organiser un maximum, alors ça s'est pas fait en 24 heures, l'émission sous forme de télétravail. Donc, on avait déjà un peu de télétravail dans notre collectivité. Et donc, en fait, pour nous, organiser le télétravail, ça a été un autre défi. D'abord parce qu'on n'avait pas l'organisation, la répartition des tâches, on n'avait pas forcément les ordinateurs qui allaient bien. Et donc, nos services informatiques ont dû distribuer en urgence plusieurs centaines d'ordinateurs portables. Vous savez qu'on est très... la métropole de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône, donc nos voisins, au moment où le confinement a commencé, ont été victimes d'une très violente attaque informatique. Et donc, à l'heure où nous, on mettait en place l'ensemble de nos missions en grande partie en télétravail, on devait en même temps s'assurer qu'on avait un dispositif qui était blindé contre les attaques informatiques. Donc, tout ça, c'était des défis qui ont tous été relevés, et ce qui fait qu'on est aujourd'hui en mesure, alors évidemment, c'est pas la même chose, mais on est plutôt agréablement surpris sur la capacité à pouvoir exercer une partie de nos missions en télétravail. Et puis après, il y a toute une partie qu'on fait en présentiel, on continue à recevoir des personnes, on continue à aller au domicile quand c'est nécessaire. Et puis par ailleurs, voilà. Oui, pardon.
Et est-ce que, Christophe, alors est-ce que tu as eu un élan peut-être de la population qui aurait voulu aider, contribuer à vos actions? Et comment vous l'avez géré? On en parle un petit peu tout à l'heure, mais en effet, bon, il y a déjà une plateforme nationale pour le bénévolat, hein, Je veux aider, et donc à l'échelle de la région, donc les gens peuvent s'inscrire sur cette plateforme bénévole, et à l'échelle de notre région, il y a 6 départements, et c'est dans notre département qu'il y a eu de loin le plus de personnes qui se sont inscrites pour pouvoir aider bénévolement. Donc ça, c'est un indicateur du fait qu'il y a eu un vrai mouvement de solidarité et de personnes qui, en dépit du confinement, ont voulu se rendre utiles. Et puis ensuite, nous, on a un dispositif propre à notre département, mais j'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Alors, tous les gens qui nous écoutent, et moi la première, je me dis, on a envie d'agir, on a envie d'aider. On voit qu'il y a des mouvements de solidarité qui se montent. On ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut proposer. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, sachant qu'on est quand même dans une période où il faut faire une autorisation pour sortir et avoir une raison bien précise pour mettre le nez dehors. Comment vous pourriez conseiller aux gens qui nous écoutent et qui peuvent poser d'ailleurs leurs questions dans les différentes applications là, sur lesquelles ils nous suivent, comment vous pouvez conseiller aux gens comment vous pourrez leur expliquer comment agir, s'ils ont envie d'agir? Du coup, il y a plein de choses à faire en ce moment et je suis très touchée par l'élan de solidarité que connaît le pays. Immédiatement, les personnes, elles ont vu une situation difficile et la première chose qu'elles se sont dit, c'est comment je peux aider. Et rien que ça, je trouve ça incroyable, déjà. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a évidemment les sites réserves citoyennes. Il y a des façons aussi d'impliquer son entreprise. Donc, je pense notamment à Vendredi, qui propose des missions de bénévolat aux salariés d'entreprises qui se trouvent parfois sans mission en ce moment, ou alors en mission partielle. Il y a aussi des possibilités de s'inscrire sur du bénévolat sur commentaider.fr. Il y a beaucoup de choses. On peut aussi faire des petites actions à son échelle, comme essayer de nous dire Bastien, en faisant par exemple les courses pour ses voisins âgés. Nous aussi, on cherche des bénévoles. Donc, si jamais vous avez envie de vous engager dans une association, on a lancé un énorme programme de bénévolat pour cartographier de nouveaux territoires et orienter toutes les personnes sans abri vers les structures qui sont encore ouvertes, parce que quand il n'y en a pas beaucoup, il faut les trouver. Alors ça, concrètement, très précisément, est-ce qu'on peut le faire sur Nice, par exemple? Parce que nous, on est à Nice. Oui, tout à fait. En fait, justement, nous, sur Solinum et sur Soliguide en particulier, on est présent que sur 8 territoires. Très vite, avec la crise, on s'est rendu compte que c'était super, on avait un très bon impact sur ces 8 territoires, mais qu'ailleurs, on n'avait pas forcément la chance d'avoir des outils comme ça. Et donc, on a reçu une avalanche de messages en nous demandant j'ai pas trouvé d'informations à Marseille, j'ai pas trouvé d'informations à Toulouse, etc. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'utiliser ces énergies citoyennes pour orienter les personnes, et donc on a formalisé un programme de bénévolat qui se décompose en fait en télébénévolat. C'est des choses que vous pouvez faire à distance sans mettre en danger personne, où vous allez pouvoir découvrir l'action sociale d'un territoire et puis faire du calling pour vérifier qui est ouvert, qui est fermé et dans quelles conditions. Ensuite, ces informations, vous allez pouvoir les mettre sur Soliguide, et une fois qu'elles sont rentrées sur Soliguide, elles vont permettre à tous les acteurs de la solidarité et aux personnes en situation de précarité d'avoir accès à des super informations pour s'orienter. Ça, c'est très concret. Merci. Christophe, tout à l'heure, tu as commencé à nous expliquer comment les citoyens, les habitants du département pouvaient contribuer concrètement, donc, si je veux aider demain. Voilà, donc dans le département, on a, comme je vous disais, dans nos missions, tout ce qui concerne les personnes âgées. Et donc, on a souhaité déjà, depuis quelques temps, déjà le président du département nous a demandé de trouver des solutions pour pouvoir créer du lien, pour venir en appui, en accompagnement aux personnes âgées. Donc, c'est un projet qui était avant la crise, avant le confinement, et qui trouve maintenant encore plus tout son sens. Et donc, le dispositif est assez simple. Il y a une plateforme, et donc sur laquelle les personnes qui veulent être bénévoles s'inscrivent. www.monvoisin06 a du cœur. Donc le dispositif s'appelle Mon voisin a du cœur. Donc 06 c'est notre numéro de département. Donc www.monvoisin06 a du cœur. Sur cette plateforme, les personnes qui veulent proposer d'être bénévoles pour accompagner des personnes âgées s'inscrivent. Et sur cette plateforme, les personnes âgées qui ont besoin qu'on les aide s'inscrivent également.
la caractéristique de cette plateforme par rapport à toutes les plateformes de bénévolat qui existent, c'est que on a un processus de certification des bénévoles. Parce que ces bénévoles peuvent être amenés à aller au domicile de personnes âgées vulnérables. Notre mission, c'est les personnes âgées vulnérables, c'est pas les gens qui vont bien. Et donc, il peut y avoir un risque aussi qu'une personne âgée laisse rentrer quelqu'un à son domicile. Et donc, le principe, c'est que les personnes s'inscrivent et puis ensuite, on a un petit jury qui est composé de différentes personnes, notamment il y a un gendarme dans notre jury. Et on reçoit les personnes, on a un interview et on a ce processus de certification des bénévoles. Et quand le bénévole est certifié, il est engagé dans des missions. Pendant la période de confinement, on a réduit les missions, mais elles sont tout à fait essentielles, sur 2 services. D'une part, avoir du lien social par téléphone avec les personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout pendant cette période de confinement. Et puis, également, de l'aide pour aller faire les courses. Donc voilà, et donc actuellement, notre dispositif a commencé à Nice. Et à partir de la semaine prochaine, on va l'étendre aux zones voisines. Menton, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer. Et à terme, c'est un dispositif qui devrait couvrir l'ensemble du département. Il y a une question qui arrive de nos auditeurs, en fait, qui se pose la question sur qu'en est-il de la précarité des étudiants? C'est une population aussi qui est un peu fragile, qui n'est pas forcément bien stable financièrement. Est-ce que les étudiants font partie du scope, de vos scopes, en fait, d'action? Alors, moi, je réponds pour le département. Donc, nous, on a déjà un scope général, c'est-à-dire que toute personne en situation de vulnérabilité, on a pour mission de soutenir. Sur la population des étudiants en particulier, il y a, parce qu'on est pas mal d'acteurs là-dedans, il y a de façon assez volontariste et assez active le Crous qui rentre en jeu. Et dans notre département, on a un Crous qui est très actif. Et puis également des dispositifs d'aide de la part de l'État. Par ailleurs, nous, on vient de mettre en place, nos élus, notre assemblée a décidé vendredi dernier d'une aide spécifique pour les étudiants qui sont engagés dans des actions volontaires. En particulier, les étudiants en médecine ou infirmiers. Il y a beaucoup de ces étudiants qui aujourd'hui sont au front, mais également les étudiants dans les métiers du travail social. Il y a beaucoup d'étudiants en travail social qui, pendant cette période de crise, vont aider très souvent bénévolement des structures qui en ont besoin. Et donc, on vient d'avoir un dispositif de soutien financier, non pas pour les étudiants en général, mais spécifiquement pour ces étudiants qui sont engagés dans des actions d'aide volontaire. C'est bien ça, parce qu'on a normalement pas mal d'étudiants qui nous écoutent. Et il y a une question aussi sur les femmes en situation précaire. Donc, c'est une de tes cibles, Victoria, une des cibles de vos actions. Est-ce que cette période est encore plus difficile pour elles, ou est-ce que c'est un seuil de difficulté un peu habituel? Qu'est-ce qui est plus difficile en fait maintenant pour les femmes en situation précaire? En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de porosité entre les publics, et notamment les femmes précaires, c'est parfois aussi celles qui sont victimes de violences. Et donc, le confinement, ça apporte encore plus de violence. Je vous invite du coup à partager quand vous pouvez les numéros d'urgence qui sont créés, notamment celui des violences faites aux femmes. Il y a une grosse problématique là-dessus, clairement. Pour les personnes qui sont confinées, du coup, elles sont potentiellement confinées avec les mauvaises personnes, donc soumises à des violences. Et les personnes qui ne sont pas confinées, c'est-à-dire qui vivent à la rue, et bien en fait, les violences qui sont notamment d'ordre des agressions sexuelles qui arrivent à la rue, elles sont encore moins visibles puisqu'il y a moins de personnes qui marchent dans la rue. Donc c'est toujours difficile pour les femmes, quoi qu'il arrive, et là, ça peut l'être encore plus. Les étudiants, alors vous avez déjà répondu en réalité, hein, mais je relaye quand même la question. Les étudiants, très spécifiquement les étudiants, comment ils peuvent aider les personnes en situation précaire? Si demain ils ont envie d'agir, première action qu'ils puissent faire, donc vous avez dit ils peuvent aider à compléter la carte des ressources pour les personnes en situation difficile. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus en fait? Ou aider à faire des courses? Ils peuvent écumer tous les sites de bénévolat qui existent en ligne. En ce moment, il y en a beaucoup pour voir ce qui est disponible, et notamment aller voir des associations qui existent comme le Secours catholique, les Ressources du Cœur, la CIMAD, etc. Il faut savoir un truc, c'est que l'action sociale, elle repose en partie sur les personnes pré-retraitées et retraitées. Franchement, c'est une énorme partie aujourd'hui de l'action sociale, et c'est les personnes qui sont évidemment les plus en danger en ce moment.
Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle il y a une grosse partie des structures qui vont fermer, parce qu'il faut protéger leurs bénévoles, et c'est bien normal. Donc, les étudiants qui sont en bonne santé, etc., et ils ont la chance de pouvoir aider sans trop se mettre en danger, toujours en respectant toutes les consignes de sécurité pour pas du tout se mettre en danger, mais ils peuvent relayer les personnes plus âgées. Autre question, c'était que j'ai posée donc à Victoria et Christophe, c'est les gens qui nous écoutent ont envie d'agir. La plupart du temps, ils veulent savoir comment agir en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qui est autorisé, comment ils peuvent savoir quoi faire. Oui, voilà, mais comme elle disait Victoria, déjà il y a plein de choses qui existent, hein, plein de plateformes pardon qui existent, et surtout voilà, c'est important pour les gens qui nous écoutent, les étudiants, les gens qui sont, on va dire, moins sujets au virus, ou en tout cas à en souffrir. Et c'est oui, tout est possible. Et comme je disais avant d'être coupé, c'est la police elle-même, elle est dépassée, elle comprend pas trop. Nous, quand on a commencé nos actions, on a dû faire au début des attestations qui disaient on est là pour des motifs impérieux. Et puis certains comprenaient, d'autres ne comprenaient pas. On n'a jamais eu de problème. D'autres nous ont dit qu'il fallait faire des attestations professionnelles alors qu'on est dans une association, etc. Je veux dire, même eux sont dépassés par les événements, mais quand on explique ce qu'on fait, généralement il n'y a aucun problème. Et surtout que nous, après, on peut le faire en association, c'est mieux, mais bon, comme disait Victoria, comme je disais tout à l'heure, il y a moins d'associations aujourd'hui présentes sur le terrain. Mais des fois, quand on va faire ses courses, et aujourd'hui, on voit plus que les sans-abri dans la rue, parce que les rues sont vides, donc faut pas hésiter à acheter un petit truc en plus. Parce que malheureusement, on entend aussi des choses infondées, comme je l'ai entendu, le virus, c'est les sans-abri qui l'ont. Et ça n'a c'est pas fondé. Nous, de toutes les personnes qu'on connaît, personne n'a été atteint. C'est-à-dire, ces gens-là ne reviennent pas d'Italie ou de Chine. Et puis, quand les gens leur parlent, c'est rarement 20 secondes. Donc, c'est des publics fragiles, faut faire attention. Mais voilà, ça coûte rien d'acheter un truc en plus et de leur donner, surtout en ce moment où ils peuvent pas faire la manche puisque personne ne passe dans la rue, ils peuvent plus débarrasser, ranger des terrasses de café, ils peuvent plus faire la planche dans les restaurants, etc. C'est une vraie crise économique qui vit en plus de la crise sanitaire. Donc c'est important d'essayer de faire quelque chose. Quoi que ce soit, le moindre geste est important. Alors, question à tous les trois, hein, c'est qui veut répondre. Une question sur, voilà, je veux faire les courses pour les personnes âgées, je veux aider les sans-abri. Comment je sais me protéger? Qui c'est qui va m'expliquer comment je vais pouvoir me protéger pour aider les autres, pour éviter de choper le virus ou de le transmettre aussi, hein. Gants et masques, hein, c'est le plus important. Et puis après, il faut pas rester trop longtemps. Nous, d'habitude, on reste beaucoup. On aime bien créer du lien avec les gens et rester pas mal de temps. Mais là, en ce moment, on fait vraiment le minimum, quoi. On distribue un plat et puis on s'en va. Avec gants, masques et gel, hein, mais après, avec ça, nous, ça fait un mois qu'on tourne 3-4 fois par semaine et on n'a eu aucun souci. Donc, c'est des précautions toutes simples. Et tout se passera bien. Victoria, est-ce que c'est simple, ces actions-là? Est-ce que les gens arrivent à se protéger pour agir? Je vous conseille forcément de vous engager auprès d'une association parce qu'elles sont hyper sérieuses là-dessus et elles ne vous laisseront pas faire n'importe quoi. Et sinon, petit tips psychologique, dites-vous que vous êtes porteur du coronavirus et comme ça, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas le filer aux autres. Ou alors, dites-vous, les autres sont porteurs. Sans tomber dans la psychose, en tout cas, c'est important de se dire que c'est pas juste une possibilité. Il y a des personnes qui pourraient vraiment le filer. Et ça permet en fait de se mettre directement dans la tête, se disant en fait, j'ai touché cette surface, j'ai fait ça, et ça permet de mieux avoir conscience de son environnement. Ouais. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est la bonne posture, c'est le bon truc. Je précise que les gants et les masques, ça peut être très trompeur. C'est-à-dire que le masque, d'abord, sauf si on a des masques FFP2, le masque protège pas tellement celui qu'il porte, mais c'est plutôt pour éviter que celui qu'il porte contamine les autres. Donc ça, les masques chirurgicaux ou les masques non conventionnels. Et puis le masque et les gants, c'est un peu pareil. Les gants, s'ils sont contaminés, si on touche quelque chose qui est contaminé, on peut contaminer les gants. Et donc, ça peut être des bonnes mesures de précaution, mais il faut bien les utiliser. Et ce que dit Victoria est très juste, ou Bastien, c'est que il faut le faire dans le cadre d'une association, parce que les associations sont très sérieuses sur ces questions-là. Et en effet, bon, c'est les recommandations habituelles, c'est la distance, c'est de ne pas rester trop longtemps, tout à fait comme disait Bastien, et puis
sans doute le lavage des mains ou la désinfection des mains de façon obsessionnelle. Voilà. Disons que le petit piège, c'est de se dire, puisque j'ai des gants et des masques, je peux y aller. Moi, je croise des gens dans mon boulot autour de moi avec des gens qui ont des gants et des masques. Donc, du coup, ils restent à touche-touche, ils bougent leur masque, ils l'enlèvent, ils le remettent. À chaque fois, j'en ai marre, je le remets, je l'enlève. Enfin, ça sert à peu près à rien de faire comme ça. Hein, et donc, et probablement, s'ils n'avaient pas les gants et les masques, ils feraient plus attention. Bon, les gants et les masques, oui, mais dans le cadre d'une prise en charge bien structurée. Et c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'avoir une association qui nous accompagne là-dedans. Des questions sur l'avenir pour finir cette discussion. On nous demande, après le confinement, en fait, comment vous vous projetez, chacun dans votre institution. Et en fait, est-ce que vous pensez que cet élan de solidarité qui est provoqué par le confinement et par la crise et par toute cette empathie là, qui se crée au niveau de la société, est-ce que vous pensez que ça va générer de la participation supplémentaire après le confinement? Est-ce que vous allez avoir des bénévoles supplémentaires sur Compté, des dons supplémentaires est-ce que vous pensez que ça provoque, que ça va être durable en fait, les effets de solidarité? Victoria, pour commencer peut-être? Oui. Je pense qu'il y aura des multiples effets qui vont être parfois inverses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire leurs premières expériences de bénévolat comme ça parce que ça leur a donné la motivation. Et ils vont se dire qu'en fait, c'est pas si mal et qu'ils vont continuer à s'engager. Et ça, c'est vraiment ce qu'on espère. Il y aura clairement un après. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de se rendre compte aussi, avec le confinement, de qu'est-ce qui est réellement utile, de ce qui l'est moins. Et j'espère que les personnes vont pouvoir trouver des jobs aussi avec plus de sens. Voilà, il y a plein de personnes qui ont des jobs qui n'ont pas beaucoup de sens et ils s'en rendent peut-être encore plus compte aujourd'hui. Moi, je m'aide beaucoup pour un ESS. La deuxième chose, en fait, c'est que ce confinement va avoir des impacts économiques qui sont clairs. Et c'est possible que, du coup, on en souffre plus. Au niveau des associations notamment, parce que les budgets de solidarité, c'est possible qu'ils fassent mauvaise mine et que les fondations, etc., d'entreprises aient moins d'argent. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Victoria vient de dire. Évidemment, c'est sûr qu'économiquement, ça va être très lourd pour les gens dans la rue, qui sont les premières victimes de l'économie, mais et évidemment pour les associations qui les aident. Est-ce qu'on va arriver à avoir des dons? Est-ce que aussi les gens qui sont déjà dans des états précaires vont aider? Ça va être, on va voir comment. Je pense qu'il va falloir prendre semaine par semaine parce que ça va pas être évident. Et puis c'est ce qu'elle disait au début exactement aussi. C'est vrai que voilà, il y a des gens qui tentent leur première maraude, leur première distribution. Nous aussi, j'ai pas eu le temps de le dire parce que on a eu un problème technique, mais on a eu un vrai élan de solidarité. Beaucoup de gens qui nous ont contactés pour faire partie de l'association. Et voilà, c'est ça. Je pense que c'est à double tranchant. Si vraiment les gens sont impliqués, puis qu'ils voient que ça marche et qu'on peut continuer à faire des choses, c'est très très intéressant. Puis sinon, encore une fois, voilà, c'est vraiment le moment où on cherche du sens et on en trouve dans ces distributions. Et voilà, trouver et redonner du sens à tout ce qu'on fait, et c'est un peu la leçon, je pense. Il va falloir le garder à l'esprit dans les semaines et mois qui viennent après le confinement. Et au niveau d'une institution comme le département, est-ce que on anticipe déjà l'après-confinement? On est toujours dans les plans. On a intérêt d'ailleurs, parce que c'est un gros morceau. On peut pas tellement improviser, même si on est souvent obligé. Donc de façon un peu générale, on travaille là. Alors maintenant c'est le plan de sortie de crise, sachant que la sortie, pour certains aspects, ça va être assez vite. Il faut qu'on organise le déconfinement. Comment est-ce qu'on retrouve après? Comment nos propres services, on va à partir du 11 mai réouvrir des structures tout en conservant tout un tas de sécurité. Il faut bien comprendre que la deuxième vague de l'épidémie, c'est pas une hypothèse, hein. C'est une certitude. Donc sur le plan sanitaire, il faut qu'on organise tous conjointement la façon dont on va s'organiser dans les prochains mois. La deuxième chose, c'est que sur le plan de l'impact sur l'appauvrissement de la population, on n'a encore rien vu. Pour l'instant, on est confiné, c'est désagréable. Il y a des personnes qui ont un peu des difficultés pour accéder à de l'alimentation. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de distribution d'aide alimentaire.
Mais l'impact sur les revenus des personnes, on redoute, on a déjà, simplement comme petite information, on a déjà depuis 3 semaines une explosion du nombre de demandes de RSA. Et c'est qu'un début. Et donc, il faut qu'on s'organise tous conjointement, parce que ce mouvement solidaire, il va falloir qu'il dure, qu'il s'inscrive dans la durée, qu'il continue à innover. C'est ça qui, pour moi, c'est génial d'être avec vous cet après-midi. Moi, je suis un peu l'extraterrestre, je suis un peu le bureaucrate du groupe là. Mais on a absolument besoin de l'engagement de chacun et de la capacité d'innovation de chacun. Et donc, l'initiative que vous avez à travers cette diffusion, les initiatives qu'on a ici, que vous rassemblez, sont absolument vitales. On va en avoir besoin dans la durée. C'est pas juste une période de crise. Ça ne fait que commencer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce mouvement que vous encouragez, que vous soutenez, il va falloir continuer à l'encourager et à le soutenir. Ça va être absolument déterminant, parce que sinon, on va se retrouver avec une explosion de la grande pauvreté dans les prochains mois. Ça va être absolument indispensable. De finir peut-être avec peut-être une touche d'optimisme dans ce qu'on vient de dire. Donc, Bastien et Victoria, qu'est-ce que vous pensez positif? Qu'est-ce qui va être positif dans ce que vous avez appris? Comment votre capacité d'innovation, justement, elle a été mise à l'épreuve et en valeur? Qu'est-ce que vous avez appris de vous et de votre action et de vos associations dans cette crise? Victoria, vas-y. On a appris plein de choses, je trouve. Moi, je suis très, très fière de mon équipe qui a su être agile et développer des tas de choses super rapidement. En fait, on se ressemble beaucoup sur nos valeurs en cas de problème. Et nous, clairement, c'est l'impact social qui est le plus important pour nous. Et donc, on n'a pas réfléchi à 2 fois, on y allait à fond. Et ça, c'est vraiment important. Et ce que j'ai adoré dans cette crise qui est horrible, c'est la facilité avec laquelle les téléphones sont décrochés en ce moment. Avec les différents acteurs de la solidarité, parfois, c'est difficile d'accéder à certaines personnes. Parfois, il y a des guerres de chapelle entre différentes structures. Et là, c'est comme si on avait fait table rase de tout. Et tout d'un coup, les téléphones se sont mis à sonner et tout d'un coup, on s'est dit, viens, on fait des choses ensemble. Et en fait, c'est hyper simple. Et en fait, en 2 heures, c'est plié. Et les partenariats se créent. Et en fait, il y a beaucoup, j'ai l'impression, de choses qu'on s'impose et on n'est pas obligé de les imposer. Et je pense que ça devrait rester après. Oui, c'est vrai. Beaucoup de barrières sont tombées. Nous aussi, on a pu voir. D'un coup, tout le monde veut nous parler puisqu'on n'est plus beaucoup sur le terrain. Donc oui, les points positifs, évidemment, je suis très content et très heureux de notre réaction dans l'association où tout le monde a démontré beaucoup d'exemplarité. Tout le monde était vraiment présent sur le terrain et on a pu travailler 4 fois par semaine, ce qu'on n'avait jamais fait. Et en plus, comme je disais, faire d'autres actions dans les quartiers. Donc déjà, oui, évidemment, très content. Mais d'un autre côté, ça montre à quel point on n'était pas préparé, vu le nombre d'associations qui ont dû s'arrêter. Et comme disait Christophe, la deuxième vague, ça est inévitable. Il va falloir tirer des leçons et s'y préparer au mieux. Et donc, je pense qu'on a cette expérience maintenant. J'espère que tout le monde va réfléchir à comment attaquer la prochaine vague. Et sinon, en point positif, comme disait Victoria, il y a énormément de défis et de challenges dans ces moments-là. Évidemment, beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées qui viennent en tête. Et comme toujours, c'est les jeunes et les étudiants qui doivent attaquer ces défis parce que le monde social, il a besoin d'eux. C'est les jeunes qui comprennent le mieux le contexte de ce pays et qui doivent être à l'avant-garde du travail social. Parce que malheureusement, comme on l'a dit, la plupart des associations, les bénévoles sont assez âgés et prennent beaucoup de risques. C'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles jeunes à la tête fraîche et des idées nouvelles. Voilà. Bon, ça, c'est un appel à l'action. Je peux pas que pour nous. Alors, moi, je complète en disant que je suis très optimiste. Je vous ai dessiné un tableau un peu noir, mais faut essayer d'être lucide. Mais je suis très optimiste parce qu'il y a Bastien, parce qu'il y a Victoria, parce qu'il y a Samira, parce qu'il y a cette initiative de l'université, parce qu'il y a cette capacité de cette génération que vous êtes de s'engager
de créer, d'amener de l'intelligence, d'interpeller, et puis d'être vous-même optimiste. Dans toute organisation, il faut mettre aux manettes les optimistes, parce que ceux qui font bouger les choses. Et donc, c'est des gens comme vous qu'il faut mettre aux manettes. Vous êtes là, et donc c'est ce qui fait que je pense qu'en dépit de cette difficulté à laquelle il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit lucide et qu'on s'y prépare, fondamentalement, on peut être optimiste sur la manière dont on va gérer. Merci pour ce magnifique mot de la fin. Merci. À tourner vers l'avenir et l'optimisme. Et les jeunes, Voilà. nos étudiants. Alors, ben, j'ai plus qu'à vous remercier, en fait. Merci à vous, merci beaucoup. Merci pour vos actions qui sont quand même remarquables, tous les trois. Et à mon avis, pour arriver dans ce genre de secteur, on n'y tombe pas par hasard. C'est qu'on porte quand même quelque chose, des belles valeurs en soi. Donc, merci pour le temps que vous nous avez accordé. On espère que ça va être le début d'une collaboration, peut-être sur d'autres initiatives avec des étudiants. Et bonne continuation et à très vite.